Merci d'écouter Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat. Pendant que la vie reprend son cours normal peu à peu à Mango, dans le nord du pays, le gouvernement a été appelé à s'expliquer sur le contexte dans lequel 5 personnes ont trouvé la mort en fin de semaine dernière dans cette ville. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières ainsi que le ministre de la Sécurité ont dû s'expliquer devant le Parlement ce mardi. Mais les explications du gouvernement sur le drame de Mango ont-elles vraiment convaincu? C'est le thème du débat du jour et pour en parler, nous sommes avec Maître Manavi Isabelle Ameganvi, présidente du groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale. Bonjour Maître. Bonjour. Et également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Les explications du gouvernement sur le drame de Mango ont-elles convaincu? C'est le thème du jour. Alors pour commencer, Maître Manavi Isabelle Ameganvi, est-ce que vous voulez bien nous rappeler le contexte, le cadre dans lequel ces deux ministres se sont présentés hier à l'Assemblée nationale? Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord expliquer que le drame de Mango s'est produit le vendredi 6. Au moment où les auditeurs devaient se rappeler, l'Assemblée nationale était en plénière pour étudier et adopter le projet de loi de finances rectificative. Et donc, c'est à cette séance que l'Assemblée a été informée des événements graves qui se déroulaient à Mango. Et donc, conformément au règlement intérieur, à notre règlement intérieur de l'Assemblée ayant pour fonction de voter les lois et également de contrôler l'action du gouvernement par les interpellations, le groupe parlementaire ANC a décidé par ma voix de déposer une question d'actualité au gouvernement s'agitant de problèmes assez graves qui se passaient, de problèmes d'actualité. Et donc, sans désemparer, l'après-midi du vendredi, la question d'actualité a été déposée donc sur la table du bureau du président de l'Assemblée nationale. Et donc, pour l'organisation de toute plénière, le règlement intérieur fait obligation à ce que la conférence des présidents se réunisse. Et donc, la conférence des présidents s'est réunie le lundi matin et donc a acté de ce que une plénière sera organisée dans l'après-midi du mardi, le lendemain, pour la question qui a été déposée. Et c'est là que nous avions été également informés de ce que un député de UNI également a déposé une question sur le même sujet. Autrement dit, vous n'étiez pas les seuls. Voilà, et donc c'est les deux questions donc qui ont fait l'objet de la réunion de la séance de ce mardi. Alors que vouliez-vous savoir en interpellant ces ministres? Oui, nous avons posé principalement deux questions pour ce qui nous concerne. La première, c'est après avoir fait le constat, parce qu'on était le vendredi. Le vendredi, là, il y avait eu 2 morts. C'est vrai que le lendemain, samedi, il y a encore 3 morts qui se sont ajoutés aux 2 de la veille. Donc, la lettre datant du vendredi, donc nous avons fait le constat à ce moment-là des 2 morts qui avaient eu 23 blessés, 21 interpellations de personnes qui seraient détenues à Mango et à Bakwasi, et également 40 domiciles violés après destruction des portes d'entrée et donc des gens tabassés à l'intérieur des domiciles et autres. Donc après avoir fait ce constat, nous avons posé la question de savoir, puisque gouverner c'est comprendre au regard des souffrances indicibles, notoirement connues, que des populations riveraines des réserves de faune ont vécu par le passé. Leur désapprobation de la réhabilitation de la faune est compréhensible. Donc, nous avons posé la question de savoir pourquoi alors, dans ces conditions-là, réprimer leurs manifestations. Ensuite, nous avons voulu savoir qui a donné l'ordre, puisque les 2 personnes qui sont décédées le vendredi, dans la journée du vendredi, ont été tuées par balle. Alors, nous voulons savoir qui a donné l'ordre de tirer sur une manifestation réputée pacifique, puisque la lettre d'information que les organisateurs ont envoyé au préfet porte bien
que la manifestation était une manifestation pacifique. Donc nous voulons savoir qui a donné l'ordre de tirer et ensuite quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter que de telles dérives se reproduisent. Ensuite, nous avons, après avoir constaté que gouverner, c'est répondre aux préoccupations des populations, nous voulons savoir que compte faire le gouvernement pour résoudre l'épineuse question de la réhabilitation de la faune et apaiser les inquiétudes fondées des populations des préfectures concernées. Voilà pour ce qui concerne les questions, les interrogations, les interrogations que nous avons formulées à l'endroit du gouvernement sur ce problème. Il faut préciser quand même que dès le soir de ce vendredi 6 novembre, l'ANC a été l'un des premiers partis politiques à publier un communiqué demandant l'ouverture d'une enquête par rapport à ces événements. Nous allons y revenir et savoir si vous avez eu gain de cause sur cet aspect-là de la chose. Mais qu'est-ce que les ministres ont répondu à ces questions que vous venez d'énumérer hier? Vous savez, je crois que le thème de votre émission, c'est si les réponses des ministres ont convaincu. Je peux d'ores et déjà et sans réfléchir outre mesure vous dire que les deux ministres m'ont convaincu. En tout cas, pour ce qui concerne le groupe parlementaire ANC, les deux ministres ne nous ont aucunement convaincus. Ils ne nous ont pas convaincus, mais plus grave, nous avons pris certaines de leurs réponses comme des provocations de plus. Je vais m'expliquer. Lorsque, par exemple, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile justifie les morts de vendredi par balle par le fait que le dispositif de sécurité mis en place, je crois, devant la préfecture, étaient débordés et qu'à un moment donné, elles étaient en manque de gaz lacrymogène et donc il avait été décidé de tirer des tirs de sommation en l'air. Je crois que lorsqu'on demande de tirer des tirs de sommation, c'est en l'air que cela se passe. Alors, on avait demandé à savoir comment cela se fait que, puisque les morts et les blessés par balle qui ont été enregistrés ce jour-là, certains étaient touchés par balle à la tête, d'autres à l'abdomen, d'autres aux pieds, selon les explications que lui-même a données. Alors, il nous explique que c'est les tirs de sommation, les balles qui sont tirées en l'air, qui, bon, par quelle gymnastique, on ne le sait, qui, descendant de l'air, ont occasionné ces blessures-là. Alors que, je crois que lorsque vous avez jamais fait la physique au lycée, vous devez savoir que, je crois que c'est la loi de la pesanteur, fait que il n'est pas possible que des balles tirées en l'air puissent revenir et parce que on avait appris également que ceux qui ont été touchés, les deux morts, ne sont pas décédés devant la préfecture, mais près du monument, enfin, qui n'est pas... Non, c'est des explications, dans tous les cas, qui, nous, à notre sens, constituent des provocations. Parce que, finalement, le ministre de la Sécurité est habitué du fait. Vous vous rappelez qu'il avait les incendies des marchés aussi, il avait donné des explications selon lesquelles les gens auraient fait des écartations dans un cimetière. Ça veut dire que pour vous, ça veut dire que pour vous, le ministre n'est plus crédible? Non, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est de la provocation que de donner des explications de ce genre-là. On ne peut pas venir devant la représentation nationale et justifier des morts par balle par cette gymnastique qui consiste à dire que les tirs de sommation ont été tirés en l'air et que finalement les balles sont retombées pour venir toucher des personnes à la tête, à l'abdomen et aux pieds et qui justifieraient les blessures et autres et tout cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le même ministre a essayé de justifier tout ce qui s'est passé. Il s'agit de bavure, en fait. C'est le nom qu'il faut donner, de bavure, par le fait que l'association One Block, qui a appelé à la manifestation, serait une association qui ne serait pas déclarée. Or, qu'on sache, nous sommes sous le régime de la loi de 1901, la liberté d'association, et qui ne
pose pas de conditions de déclaration d'une association. Il suffit seulement d'informer de la création de l'association et autres. Et ensuite, et c'est lui-même qui nous a dit que cette association a, en bonne et due forme, envoyé un courrier informant l'autorité de l'organisation, de l'organisation de la manifestation. Donc, conformément à la loi et réglementaire organisant les manifestations. Et donc, il justifie par le fait que cette association n'est pas déclarée et n'est pas... Et ensuite, que la manifestation n'est pas autorisée. Alors que tout le monde sait très bien que nous ne sommes pas sous le régime non plus de l'autorisation en ce qui concerne les manifestations publiques, mais nous sommes sur le régime de l'information. Et l'information est justifiée par la lettre que l'association One Block a remis au préfet pour l'informer de cette manifestation. Ensuite, c'est que l'association One Block n'était pas à son coup d'essai en ce qui concerne l'organisation d'une manifestation. La semaine qui avait précédé, il y avait eu une manifestation pacifique, puisque dans la lettre, l'association a bel et bien parlé de manifestation pacifique. Et donc, cette manifestation pacifique a été organisée sans heurts. Et les manifestants se sont dispersés à la fin de la manifestation. Alors, de nous expliquer que oui, cette deuxième manifestation, ils avaient l'air de penser que ça n'avait pas l'issue n'allait pas être pacifique, etc. Tout ça, ça veut dire que c'est des procès d'intention qui sont faits et que c'est sur la base de ces procès d'intention-là que l'armée, et nous ne savons pas ce que l'armée, les militaires faisaient là-bas dans l'encadrement d'une manifestation publique, quand nous savons que la CVJR, dans ses recommandations, pris en compte approprié par le gouvernement dans son livre blanc, est clair là-dessus que le maintien d'ordre doit se faire exclusivement par la police et la gendarmerie. Ceci est d'autant plus grave que les morts du lendemain, samedi, mais ont été occasionnés encore par les militaires, puisqu'il s'agit d'un blindé qui est rentré dans la foule et qui a écrasé les 3 personnes qui sont décédées samedi. Alors là aussi, le ministre de la Sécurité a l'outrecuidance d'expliquer à la représentation nationale que l'engin en question a eu des pannes mécaniques et que le chauffeur a perdu le contrôle de l'engin, et c'est pour ça que, comme par hasard, le chauffeur ayant perdu le contrôle, l'engin s'est retrouvé dans la foule qui était agglutinée. Alors, je dis que c'est des explications qui ne sont pas de nature à amener l'apaisement et qui plus est faite devant la représentation nationale, à mon sens, constitue une provocation. Alors vous l'avez dit, ces explications ne vous ont pas convaincu. L'avez-vous signifié au ministre hier, ou est-ce qu'ils sont partis, eux, avec le sentiment de vous avoir convaincu? Oh, je ne crois pas qu'ils sont partis avec le sentiment de nous avoir convaincus. Vous savez, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, et vous devez avoir vu que cette séance-là a duré 3 heures d'horloge, et le président de l'Assemblée nationale a dû interrompre la séance parce que les demandes de questions n'étaient pas encore terminées. Les gens demandaient la parole comme nous l'avions commencé au début donc de la séance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ministres n'ont convaincu personne et que les gens souhaitaient encore avoir des explications, poser des questions, les pousser dans leur dernier retranchement, parce que les réponses qu'ils ont données aux questions qui ont été posées n'avaient convaincu personne. Je ne pense pas qu'ils sont partis convaincus d'avoir convaincu qui que ce soit. À tout le moins, nous, auteurs de la question d'actualité et en cause, nous n'avons été aucunement convaincus. Ensuite, je veux soulever qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que moi j'ai remarqué personnellement hier, c'est la propension qu'avaient les députés de la majorité à rejeter sur le ministre de l'Environnement toute la responsabilité de ce qui s'est passé dans l'Oti. C'est extraordinaire ce qui s'est passé hier. C'est finalement 2 ministres qui étaient devant nous, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de l'Environnement. Et c'est seulement le ministre de l'Environnement que tous ont rendu responsable de la situation, oubliant que
sur le plan de la sécurité et des morts qu'il y avait eu, c'est du ressort du ministre de la Sécurité et non pas du ministre de l'Environnement, qui, il est vrai, a très mal géré le projet, mais il n'est pas le seul, parce que ce projet de réhabilitation des aires protégées n'est pas une proposition ou un projet de M. André Johnson personnellement. C'est un projet du gouvernement dans son ensemble, et gouvernement conduit par le Premier ministre, qui est venu à l'Assemblée présenter sa déclaration de politique générale dans laquelle se retrouvait ce projet en question que les députés de la majorité ont voté. C'est cela la question de responsabilité. Voilà un gouvernement dirigé par un Premier ministre qui vient devant la représentation nationale présenter une déclaration de sa politique générale d'un gouvernement qui venait d'être composé, que les députés de la majorité ont accepté parce que souvent le projet, la déclaration judicieuse, et aujourd'hui, on vient dire que c'est le ministre de l'administration et le ministre de l'Environnement seul qui est responsable de ce qui s'est fait. Nous estimons que l'action d'un gouvernement est une action concertée, et lorsqu'il y a problème, c'est la responsabilité collective du gouvernement qui devait être mise en cause. D'abord, celle du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et ensuite celle de tout le gouvernement. Nous rappelons à ceux qui nous rejoignent à l'instant qu'ils écoutent Nana FM dans le débat. Nous sommes ce matin avec Maître Manavi Isabelle Améganvi, présidente du groupe parlementaire ANC, en train de nous interroger. Les explications du gouvernement sur le drame de Mango ont-elles convaincu? Vous pouvez réagir dans 3 minutes par téléphone sur le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où M. Yaokoumas à propos écrit ce qui suit. Il cherche à savoir si la société civile à Mango, plus précisément, a été associée à ce projet de réhabilitation de faune. C'est dans cela, bien évidemment, que le ministre de l'Environnement est interpellé. Est-ce que cet aspect de la question vous a également intéressé? Tout à fait, puisqu'il fait partie, cet aspect fait partie aussi de la question que nous avions eu à poser. Le ministre de l'Environnement a égrené toute une panoplie de procédures qu'ils ont eu à suivre avec des associations, les chefs traditionnels, la délégation spéciale et autres, tout ça. Et là-dessus aussi, on ne nous a pas convaincus. Parce que voyez-vous, je dis, ce gouvernement est rattrapé par ses propres turpitudes. C'est que vous avez des chefs traditionnels qui sont manipulés et acquises à la cause, alors que les chefs traditionnels sont réputés être les gardiens des us et coutumes. Vous avez des délégations spéciales qui sont nommées là-bas, ça fait des années, et tout ça, qui ne rendent compte à personne puisqu'ils ne sont pas élus. Ça pose le problème de la gestion des collectivités locales et des élections locales, et qui sont nommés et qui font n'importe quoi là-bas, qui ne rendent compte à personne. Voilà des gens qu'on a associés à ce projet, des gens en lesquels les populations ne se retrouvent guère. Alors, si le ministre de l'Environnement va discuter avec des chefs traditionnels en lesquels les populations ne se retrouvent pas du tout, qui sont manipulés parce que c'est un député élu de la zone, de la circonscription électorale de Loti, qui nous faisait part de ce que, s'agissant du bornage des aires protégées, des gens, on a distribué 10 000 francs, 15 000 francs par-ci et par-là. Voilà comment fonctionne la République chez nous. Et donc, distribuer 10 000 francs par-ci à un chef traditionnel, 15 000 francs par-là à des représentants de la délégation spéciale pour qu'ils acceptent que le bornage se fasse au détriment des populations qui sont installées là-bas. Ben, ces causes-là ne peuvent produire que les effets. Cela veut dire que pour vous, la population à la base n'a pas été consultée? Non, pas du tout. C'est-à-dire la population concernée n'a pas été consultée. Les gens qui ont parlé au nom de cette population-là n'avaient pas qualité, n'avaient pas compétence, n'étaient pas habilités pour parler. Sinon, les populations se retrouveraient dans ce qui a été décidé, et les faits qui se sont passés là-bas ne se seraient pas passés. Alors, avant de prendre le premier auditeur en ligne, vous l'avez dit, vous êtes resté sur votre faim face aux explications du gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que vous pensez à la possibilité, par exemple, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire?
nous, et c'est le vice-président du groupe parlementaire ANC qui a fait la proposition. Parce que, vous savez, nous avons déposé cette question d'actualité sur la table de l'Assemblée nationale et nous avons fait le communiqué dès le premier jour, le vendredi, la défait. Mais ce n'est pas seulement ce que nous avons fait. Nous avons envoyé une délégation sur le terrain. Une délégation qui y est jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et qui doit rentrer aujourd'hui ou demain au plus grand tard pour nous apporter les informations fiables et les preuves à la limite de ce qui s'est passé à Mango. Nous attendons que cette délégation-là revienne pour pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour l'heure, s'agissant de la gravité des faits qui se sont passés, le vice-président du groupe parlementaire ANC, Maître Adama Dobrous, a fait une formulation en disant qu'il faudrait peut-être même voter une motion de censure contre ce gouvernement-là sur la base des choses. Et moi, je crois que ça sera le minimum. Nous allons y revenir le temps de prendre ce premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Il vous salue, monsieur Maglou. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis très étonné par ce propos-là que vous avez tenu tout à l'heure, disant que les membres de l'ONU se sont acharnés sur M. André Johnson. Je ne sais pas pourquoi vous vous alarmez pour M. André Johnson. Il a accepté, du moins son parti a accepté de collaborer avec ceux dont on connaît bien les habitudes. Il doit assumer cette responsabilité. Alors, monsieur Maglou, j'ai peur qu'on aille jusqu'à dire que vous êtes en train de faire un front commun avec l'UFC. Voilà ma question. Monsieur Maglou, monsieur Maglou, oui. vous avez suivi les explications des membres du gouvernement. Est-ce que vous êtes convaincu? Et de quoi? Par leurs explications sur ce drame. Personne ne peut être convaincu. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais M. André Johnson collabore avec des gens dont il connaît les habitudes. Madame Amegab ne doit pas s'alarmer. Je ne m'alarme pas. Monsieur, s'il vous plaît. Je ne m'alarme pas. Parce que monsieur Johnson, c'est en toute responsabilité qu'il est parti dans cette galère. Il doit assumer les conséquences de cette responsabilité-là. Je ne m'alarme pas du tout. Je suis en train de constater quelque chose, c'est que pour moi, l'action doit être une action concertée de tout le gouvernement et pas d'un seul ministre. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que ce qui s'est passé à Mango, ce n'est pas le fait de M. André Johnson seul, c'est le fait de M. André Johnson, c'est le fait du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, c'est le fait de tout le gouvernement, c'est le fait aussi de la représentation nationale qui a voté pour la déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne me fais pas du tout l'avocat de M. Johnson. C'est un grand garçon qui doit se défendre lui-même et lui-même sait ce qu'il est allé chercher dans cette galère-là. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Oui, je vous salue. Oui, on vous appelle comment? Madame Mana, pour ces interventions. Je les félicite beaucoup à l'Assemblée là-bas. On vous appelle comment? Oui, allô? Oui, on vous appelle comment? Je m'appelle Papa Sobale. Vous nous appelez de Djogomé. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Je n'ai pas fait le droit. Cependant, je remarque certaines choses. Je ne sais pas s'il n'y a pas de possibilité de... Bon, nous avons souvent constaté que nos dirigeants, quand ils veulent faire certaines explications, ne fassent que du mensonge. Qu'il n'y a pas une procédure pour, je ne sais pas, appeler ces gens-là au tribunal ou en jugement pour qu'ils... Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de loi dans les droits, dans les procédures juridiques comme ça? Parce que souvent, au lieu de nous dire la vérité, des pères de famille, au lieu de prendre de paroles sincères, des paroles véridiques devant toute une nation,
on se met à mentir. Une balle telle que la madame vient de le dire. Merci. Monsieur Sogbalé, nous avons compris l'essentiel. On ne va pas perdre du temps pour revenir sur les explications que Maître Isabelle a données. Elle est avocate, justement. Elle va répondre à la question que vous posez. Il veut savoir si, comme vous l'avez dit, vous estimez que les deux ministres ne vous ont pas dit la vérité. Y a-t-il un moyen juridique pour les contraindre à dire la vérité? Je ne le crois pas. Je crois que c'est une question de responsabilité tout court. Bon, lorsque vous êtes les autorités d'un pays, vous avez à dire la vérité. Bon, sur quelle base est-ce qu'on va les amener au tribunal? Quelle infraction va-t-on dire? Est-ce qu'il existe une infraction de mensonge? Est-ce qu'il existe une infraction? C'est difficile. C'est une question de responsabilité. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que je parlais de provocation. Bon, moi je suis tout étonné, comme l'auditeur qui appelait face aux explications des fois qu'on donne. On a l'impression que ceux vers qui ces explications-là sont dirigées sont des enfants et qu'ils ne peuvent pas comprendre et savoir le vrai du faux. Bon, je crois que l'avocat que je suis un peu désarmé face à la question de l'auditeur, parce que il ne me semble pas qu'il existe dans le code pénal une infraction qui serait destinée à moins que ce ne soit de fausses déclarations sous serment au tribunal. À la limite, nous allons encore que c'est pas sous serment ou c'est pas devant le tribunal qui sont en train de faire cette déclaration là, c'est devant l'Assemblée nationale qui les a invités dans une question d'actualité au gouvernement. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? On vous appelle comment? Je m'appelle Ibrahim. Vous nous appelez de? J'appelle d'ADU. Alors, est-ce que les explications du gouvernement vous ont convaincu? Non. Les explications du gouvernement ne nous ont rien convaincu. Parce que vraiment, ce que notre honorable dit. Nous avons malheureusement perdu M. Ibrahim, un autre auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui. Bonjour, Maître Isabelle. Bonjour. On vous appelle comment? Amouroubi. Vous nous appelez de Tocoin Solidarité. Allez-y, nous vous écoutons. Bien sûr. À chaque moment que nos forces d'ordre agissent comme des armées d'occupation, au lieu d'être une armée, comment on le dit, à chaque moment, on tire sur des gens. Est-ce que pour cette fois-ci, ceux qui ont tué les gens là, est-ce qu'ils pourront les amener devant les tribunaux pour les juger, pour que le peuple sache vraiment ce qui se passe? Parce que tout ce qu'ils ont dit, ils continuent à dire. Moi, je ne suis pas convaincu. Nous vous disons merci, monsieur Amouzouvi. Maître Manawi Isabelle Améganville demande si les fautifs seront traduits en justice. Alors, vu les explications que le ministre de la Sécurité vous a données, est-ce que vous pensez quand même qu'il y aura une suite qui va dans le sens de la vérité dans une enquête officielle? Vous savez, le problème du Togo, et je crois que beaucoup de personnes l'ont relevé depuis que cette affaire s'est passée vendredi dernier, c'est que le Togo a une réputation, c'est que les enquêtes s'ouvrent mais ne se ferment jamais. Les enquêtes s'ouvrent et ne se ferment jamais. C'est pour cela que vous avez vu que hier, lorsque nous n'avons pas assorti notre demande de la formation. C'est vrai que nous avions demandé l'ANC a demandé dans la déclaration rendue publique la mise en place d'une enquête, mais nous avons dit une enquête indépendante à la limite internationale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ouvre des enquêtes nationales, cela ne se ferme jamais. Les populations ne sont pas informées des résultats de cette enquête. Des fois même, lorsqu'on fait des enquêtes et que le rapport est sorti, je parle du rapport sur la torture de la CNDA, on a les autorités l'outrecuidant de falsifier les rapports. Voilà le sort des enquêtes dans notre pays. C'est pour cela que les gens n'ont plus foi en les enquêtes qui sont diligentées dans ces genres d'affaires. Mais je reviendrai en disant que nous nous sommes beaucoup intéressés sur, et je l'ai dit tout à l'heure, sur la présence de l'armée
des militaires sur les lieux, puisque les morts qu'il y a eu, les deux du 6 novembre, du vendredi 6 novembre, ont été tués par balle de l'armée. Les 3 du lendemain 7 novembre ont été tués par un véhicule des militaires. Et donc, c'est les militaires qui étaient sur les lieux, je l'ai dit tout à l'heure, en violation des recommandations de la CVJR. Parce que tout le monde est d'accord pour le maintien d'ordre que c'est la police et la gendarmerie. Or, il se trouve que ces mêmes bavures ont été enregistrées à Dapaon sur les élèves. Ces bavures ont été enregistrées à Néro dans le cadre de l'opération Araignée là sur les poursuites des vendeurs de carburant diffrélaté et tout le reste. Il s'agit de beaucoup de bavures. Est-ce que ça veut dire que vous aussi, vous craignez que les fautifs s'en sortent? Oui, mais tout à fait, parce que hier, la question a été posée au ministre de la Sécurité qui a dit que les éléments, les agents des forces de l'ordre qui ont tiré sur les élèves à Dapaon ont été arrêtés et ont été jugés par la cour d'assises. Moi, je n'en sais rien. Je ne le sais pas. C'est-à-dire que lorsque les faits se passent, tout le monde est au courant. On communique dessus. Mais lorsque il y a des sanctions, peut-être on ne communique pas. Et c'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas de résultat à la fin des enquêtes, parce que nous ne sommes pas informés de ce qui se passe. Et pour cette affaire de Mango aussi, c'est que dans la salle, hier dans la salle, nous avons été informés de ce que les populations continuaient à être arrêtées. Que on continuait à arrêter, à procéder à l'arrestation, non pas de militaires, mais des civils, des populations qui, par exemple, on dit que l'un des signataires de la lettre des organisateurs de la marche a été arrêté hier et autres. Alors, le problème qui se pose et la question que nous nous posons, c'est les 2 morts de vendredi ont été tués par balle. Les 3 de samedi ont été tués par un blindé de l'armée. Alors, qu'est-ce que le signataire de la lettre d'organisation de la manifestation a à voir dans ce qui s'est passé? Il y a eu mort d'homme. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est en train de secouer la société togolaise. Alors, on laisse de côté les responsables. Bon, c'est vrai, le ministre a dit que les responsables aussi ont été mis aux arrêts de rigueur et autres, mais nous n'avons pas les moyens d'aller contrôler cela, parce qu'il s'agit de l'armée. Hier, à pareil moment, dans une émission consacrée au même sujet, certains auditeurs ont appelé, certains ont estimé, ont déclaré avoir été à Mango et ont regretté un peu le comportement de certains manifestants. Nous ne savons pas si votre équipe dans cette ville vous a déjà fait des rapports par rapport à cet aspect de la chose. Ils ont estimé que la population ou certains de la manifestation n'étaient pas tout à fait pacifiques. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il y avait des manifestants qui voulaient s'en prendre aux militaires ou en tout cas retirer leurs armes. Est-ce que vous en avez eu écho et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le ministre de la Sécurité en a parlé hier. Moi, la première chose que je constate, c'est que qu'est-ce que les militaires faisaient là-bas, armés et en possession de balles réelles? C'est ça la réalité. Le ministre avait dit et expliqué dans les émissions qu'il a eu à faire avant de venir à l'Assemblée hier que un des manifestants essayait d'arracher des mains d'un agent des forces de l'ordre une carabine à eau, je sais pas comment, bon, il appelle, et que même des manifestants avaient saisi deux engins, enfin, qui servaient à tirer des grenades lacrymogènes et autres. Et que par après, bon, on a réussi à leur retirer ces armes-là qui ont été restituées et autres. Mais vous savez, nous avons, l'habitude des manifestations publiques. Lorsque les manifestations publiques, et un député a posé la question hier, en disant, mais sachant les problèmes qu'avaient connus les populations de Loti dans le temps par rapport à cette faune, sachant que ces populations-là sont de droit réfractaires à toute idée de réhabilitation, pourquoi ne les a-t-on pas laissés manifester?
Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu une manifestation la semaine qui avait précédé qui s'était bien passé, il n'y avait pas eu de problème et autres. Bon, la plupart du temps, ce n'est pas parce que je justifie la violence de certains manifestants, je n'y étais pas. Mais ce que je dis, c'est que la plupart du temps, lorsque les forces de l'ordre et que les militaires ne sont pas là-bas, et que les manifestations sont encadrées par la police et la gendarmerie pour le maintien d'ordre, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de... Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi le manifestant en question essayait d'arracher l'arme? Peut-être parce que les 2 morts dont on a parlé par balle, peut-être c'est pour éviter que cela n'arrive. Moi, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ce qui est constant, c'est qu'il y avait là-bas pour le maintien des balles réelles qui ont été tirées. Il y avait sur le terrain des blindés, un blindé qui est rentré dans la foule et autres. C'est ça le constat. Le ministre de la Sécurité a-t-il reconnu la présence de militaires pour encadrer cette manifestation? Oui, il a reconnu en disant que c'est dans le cadre de la refondation de l'armée qu'il y a une garnison de l'armée qui est installée là-bas. Une garnison de l'armée qui est installée là-bas et qui procède à la protection de la population et tout cela. Mais l'armée, c'est la protection de la population contre les attaques extérieures, pour ce que je sais de l'armée. Mais l'armée, ce n'est pas pour le maintien d'ordre au cours d'une manifestation publique. Il a reconnu que l'armée était là, mais l'armée était là pour quoi faire? Est-ce que il revient à l'armée, aux militaires, de faire le maintien dans l'organisation d'une manifestation publique avec des blindés et des balles réelles? Non. Sur la page Facebook de Nana FM, Aimé Lawson estime que justifier la mort de concitoyens dans ces conditions porte à croire que la protection des animaux serait plus importante et plus urgente que la protection civile. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, et ça aussi, cela avait fait l'objet de discussions hier. Le projet de réhabilitation des aires protégées est un projet, je dirais, régional. Ça n'est pas seulement au Togo que cela est fait. Et d'ailleurs, nous avons l'impression de croire que c'est en prévision de l'organisation de la COP 21 là, que les autorités togolaises se précipitent pour faire à tort et à travers ce problème de réhabilitation des aires protégées et autres. Dans un pays, c'est vrai que il est tout à fait normal qu'on puisse disposer d'aires protégées pour pouvoir réglementer, vous savez, la biodiversité, les problèmes de dérèglement climatique et autres et tout ça. Et donc, ce projet-là, c'est un projet qui se fait au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina et autres. Et vous avez vu que dans ces pays-là, il n'y a pas eu de problème. Et moi, j'explique cela par le fait que le Bénin, ni le Niger, ni la Côte d'Ivoire, ni le Burkina n'ont pas connu de colonel Djoua. Mais le Togo, la préfecture de Loti, a connu le colonel Narcisse Djoua dans ces dérives en ce qui concerne ce problème de faune où tous les personnes ont remarqué que les animaux avaient plus de valeur que les hommes. Vous savez, tout ça là est naturel. Et Dieu, en créant le monde, a créé l'homme en dernier en disant que c'est l'homme qui doit avoir pouvoir sur toutes les autres créatures, y compris les animaux. Maintenant, lorsque dans un pays, il y a eu ces genres de dérives par le passé et que les populations sont très fragiles par rapport à cela, ce n'est pas la méthode utilisée par le gouvernement qu'il faut utiliser pour leur faire comprendre le bien fondé du projet. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'explications, beaucoup d'études, beaucoup d'explications à faire au préalable pour faire attirer les populations à ce projet. Et c'est ce que nous avons remarqué qu'il manquait cruellement
au ministre de l'Environnement sur les explications qu'il a eu à donner. Je l'ai dit tout à l'heure, que lorsque, par exemple, il va négocier avec des personnes qui ne sont pas habilitées, avec des personnes en lesquelles les populations ne se reconnaissent pas, mais il est clair que les populations n'accepteraient pas ce projet. Et donc, tout se passe dans notre pays. Tout s'est passé dans notre pays et se passe aujourd'hui comme si les animaux ont plus de valeur que les hommes et que les hommes ne se trouveraient pas au centre des préoccupations du régime à place. C'est l'impression que le comportement des autorités dans ce projet-là a donné. Mais je dis que l'existence des aires protégées est une nécessité, c'est vrai, pour notre pays. Mais connaissant notre histoire dans le domaine, il fallait s'y prendre autrement pour que les populations acceptent d'adhérer au projet. Alors maintenant, là vous n'êtes pas convaincu, encore une fois, par les ministres. Qu'est-ce qui va suivre? Y aura-t-il de nouvelles interpellations pour pouvoir obtenir, atteindre les objectifs que vous poursuivez? Ah oui, déjà même le président de l'Assemblée nationale a interpellé oralement le ministre de l'Environnement en disant que tel que les choses se passent, que le ministre de l'Environnement doit revenir encore devant l'Assemblée nationale pour réexpliquer le projet. Parce que, savez-vous, même les députés que nous sommes, représentants du peuple, nous ne sommes pas informés. Puisque des députés, je l'ai dit tout à l'heure, des députés élus dans les zones concernées se sont plaints hier de ceux qui n'ont pas été associés et de ceux qui ils ont cherché à rencontrer le ministre en vain pour attirer son attention sur le feu qui couvait au sein de la population sur ce projet-là. Et donc, forcément, qu'il va y avoir encore d'autres interpellations. Déjà, il a été signifié au ministre de l'Environnement qu'il faut qu'il revienne expliquer la scientifique morale de ce projet-là à la représentation nationale pour que les députés se l'approprient d'abord et que nous savons. Pour ce qui concerne l'ANC, nous mettons l'homme avec un grand H au centre de nos préoccupations. Et moi je dis que pour ce qui concerne les problèmes de la faune dans l'Oti, parce qu'il y a au moins 3 préfectures, il y a l'Oti, la Kéra, le Pédial, qui sont concernés. Seules les populations doivent pouvoir dire le dernier mot parce que c'est elles qui sont concernées, c'est elles qui doivent être mises au centre des préoccupations du gouvernement sur la réhabilitation des aires protégées. Plus que 30 secondes avant la fin de cette émission, quel serait votre mot de la fin? Mon mot de la fin serait de présenter encore une fois nos condoléances, les condoléances de l'ANC, les condoléances du groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale aux familles éplorées de la préfecture de l'Oti. Également de souhaiter prompt rétablissement aux blessés et de renouveler à toute la population de l'Oti notre soutien, de les accompagner dans le combat qu'ils sont en train de mener et que dans tous les cas, il est clair que la population de l'Oti, que la CENI, lors des résultats qu'elle avait donnés pour la présidentielle de avril 2015, a dit que 102% de la population en âge de voter de l'Oti aurait, avec un taux de participation de 67%, accordé 81% de ses suffrages à M. Faure Gnassingbé il y a à peine quelques mois. Alors nous disons, drôle de manière de remercier cette population. Nous vous disons merci, maître Manavi Isabelle Ameganvi. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe parlementaire ANC. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente suite de nos programmes.